Bonjour à tous et à toutes. Ce webinaire a pour objectif d'aborder un sujet que beaucoup de femmes engagées dans un parcours de fertilité ne maîtrisent pas forcément pleinement. Le financement et le remboursement par l'assurance maladie, les mutuelles et d'autres acteurs éventuels des dépenses de fertilité, notamment le remboursement de l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. Vous avez sûrement entendu cette phrase, la PMA est remboursée à 100% par la sécurité sociale. C'est une information qui est exacte et pourtant beaucoup de femmes ne se retrouvent pas là-dedans et vont avoir beaucoup de dépenses non remboursées, des centaines voire des milliers d'euros tous les mois à leur charge. Pas forcément tous les mois, mais au moins sur le parcours au global. C'est pas une contradiction, c'est vraiment une question de définition et c'est vraiment ce qu'on va évoquer aujourd'hui ensemble. Pour me présenter, je suis Lara Ruirez, je suis la cofondatrice d'Elsi, qui est une plateforme spécialisée dans le remboursement des dépenses de santé et de bien-être non couvertes par le système classique. C'est vraiment le cœur de notre activité. Nous sommes en contact avec beaucoup de femmes qui sont notamment dans des parcours de fertilité, car nous proposons des abonnements dédiés à la fertilité et qui se posent des questions sur quels vont être les remboursements auxquels elles auront droit par Elsi pour les dépenses qui ne sont pas éligibles par le système, mais également par leur mutuelle ou l'assurance maladie. C'est notre quotidien d'être en discussion avec ces femmes-là. Et donc l'objectif ici est de vous donner une compréhension précise du système de remboursement français, des zones qui sont couvertes, des leviers aussi que vous pouvez activer pour essayer de réduire votre reste à charge. Alors on va d'abord essayer de comprendre comment marche le système, qui est éligible, comment ça fonctionne, essayer de voir peut-être de comprendre un peu mieux les limites, ce qu'on peut en attendre ou pas, et voir quelles solutions existeraient aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans le détail du remboursement de l'assistance médicale procréation, on va d'abord aborder un contenu qui est là autour de la fertilité naturelle, parce que beaucoup de femmes qui souhaitent concevoir ne sont pas toujours engagées dans un parcours médical de fertilité complexe. Elles sont peut-être en avance de phase, peut-être qu'elles y rentreront plus tard, ou peut-être jamais. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place dans un parcours de fertilité naturelle pour optimiser. Alors, on va parler de quoi dans ces outils? Ça peut être des outils de monitoring du cycle. On parle du Thème Drop, ça peut être le Daisy. C'est des outils qui permettent de mieux comprendre ces zones, ces périodes d'ovulation, essayer de mieux comprendre comment fonctionne son cycle. Ça peut être des compléments alimentaires qui sont là pour accompagner, aider autour de la micronutrition. Ça peut être des consultations de praticiens en médecine douce. Ces dépenses peuvent représenter parfois plusieurs centaines d'euros par mois ou par trimestre, par année, selon. Et elles vont pas être prises en charge par la sécurité sociale. Et dans la majeure partie des cas, ce sera pas le cas par votre mutuelle non plus. C'est un des premiers angles morts qu'on peut regarder ensemble et on va voir ce qui existe pour le combler. En gros, un thermomètre basal qui permet du coup d'être assez précis sur la mesure de sa température va coûter entre 10 et 20 euros. Un outil comme le Thème Drop ou le Daisy va lui-même coûter entre 200 et 350 euros selon les marques, d'occasion, pas d'occasion. Les tests LH urinaires pour détecter le pic d'ovulation, pareil, on coûte entre 10 et 30 euros par mois en usage à peu près régulier. Et les applications payantes de suivi de cycle doivent à peu près être à 10 euros par mois, un peu moins, on doit être à peu près à 100 euros par an. Toutes ces dépenses-là ne sont pas prises en charge. Alors, on a un petit état des lieux. On va regarder sur cette slide ce qui est remboursé par la sécurité sociale, ce qui l'est pas, en regardant un peu les checks et les croix. Une grosse partie des dépenses, dès qu'on est en avance et qu'on sort d'un parcours médical, on va le voir, ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Les mutuelles non plus, en général, ne vont pas compléter. Ce que vous voyez dans la partie remboursement Elsi, on en reviendra plus tard dans cette présentation, je vous expliquerai un peu plus ce que c'est, ce qu'on fait chez Elsi et ce qu'on peut vous rembourser, mais en tout cas, c'est la partie des dépenses en général sur lequel les femmes vont trouver pas mal de remboursements chez nous et qui, quand elles ne sont pas encore en PMA ou dans un parcours de fertilité complexe très médicalisé, en avance de phase, vont pouvoir nous envoyer des factures et on va les rembourser. Donc, dans ce tableau, on arrive à peu près à voir ce qui est remboursé ou pas. L'ostéopathie, la psychologie, les mutuelles vont vous les rembourser en général. Peut-être certaines, la naturopathie, mais c'est plus rare. Quant aux vitamines B9 et l'acide folique, c'est quasiment systématiquement remboursé par l'assurance maladie sur prescription médicale uniquement. Sur la partie compléments alimentaires, médecine douce, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses. Les compléments alimentaires, je pense qu'il faut uniquement ceux sur ordonnance. Le reste, en tout cas, pourra être pris en charge par Elsi.
Certaines mutuelles peuvent avoir un forfait pour de l'automédication dans lequel vous pourrez faire rentrer des compléments alimentaires, par exemple acheter en pharmacie, qui ne seraient pas de la vitamine B9 ou de l'acide folique. Et quand sur les médecines douces, ça dépend vraiment des contrats. Il faut regarder. Parfois, les contrats d'entreprise sont un peu plus généreux que les contrats qu'on a soi-même. En tout cas, ce que je voulais que vous reteniez sur ces slides, c'est vraiment que même dans un parcours de fertilité naturelle, ça génère des coûts réels. Si vous voulez mettre en place des choses en marge, vous voulez essayer de booster ou de mettre en place un certain type de protocole non médicamenteux au démarrage, il va y avoir quand même des coûts qui sont rarement bien couverts par le système traditionnel, et c'est quelque chose qu'il faut parfois anticiper. Donc, si je rentre maintenant dans le cœur du sujet, qui est le système de remboursement de la PMA et de la MP en direct, on va d'abord commencer par regarder le cadre légal. Depuis la loi bioéthique de 2021, l'assistance médicale à la procréation est accessible à toutes les femmes, quelle que soit leur situation familiale ou conjugale, que ce soit un couple hétérosexuel, des femmes non mariées ou autres. Il n'y a pas évidemment de demande de statut matrimonial particulier. La limite d'âge est en revanche la plus importante et la plus stricte parce que la ponction d'ovocytes doit être réalisée avant le 43e anniversaire de la femme et le transfert d'embryon doit intervenir avant ses 45 ans. Si vous êtes en couple, il faut également savoir que certaines situations entraînent automatiquement la fin de la prise en charge, comme un divorce, une séparation ou un décès d'un des membres du couple ou le retrait par consentement écrit d'un des partenaires. La sécurité sociale va prendre en charge plusieurs tentatives et non une seule, et c'est un point que beaucoup de patients découvrent tardivement. En termes de chiffres, pour les inséminations artificielles, jusqu'à 6 tentatives vont être prises en charge à raison d'1 par cycle pour obtenir une grossesse. Sur la fécondation in vitro, jusqu'à 4 tentatives par projet vont être prises en charge. 2 précisions importantes. La première précision, c'est que si un cycle de FIV est interrompu avant qu'un transfert d'embryon ait lieu, parce que la stimulation n'a pas été concluante ou parce qu'aucun embryon viable n'a été obtenu, cette tentative n'est pas comptabilisée dans votre quota. Deuxième précision, si une grossesse aboutit à une naissance, l'intégralité du compteur est remis à 0. Vous bénéficierez donc à nouveau des 4 tentatives de FIV pour un futur bébé. Concrètement, qu'est-ce qu'un cycle de FIV comprend et qu'est-ce qui va être remboursé? Alors, la liste est assez longue. Les consultations médicales, les examens biologiques de bilan, tout ce qui peut être sur prescription médicale, donc tout ce qui va être examen biologique recommandé par le médecin, les médicaments de stimulation ovarienne, tout ça va être pris en charge lorsqu'ils sont prescrits dans le cadre du protocole, tout comme les échographies de monitorage pendant la stimulation, la ponction ovocytaire, l'anesthésie, le travail de laboratoire, le transfert embryonnaire, le suivi post-transfert, tout cela est couvert. Attention, je le mentionnais aussi plus haut, il peut y avoir des tests recommandés non remboursés. Je pense par exemple à Matrice Lab, qui a un protocole de test un peu particulier dans un parcours qui peut être utilisé dans un parcours de fertilité qui vaut plusieurs centaines d'euros de mémoire. Ce test-là, qui peut être recommandé par le médecin, ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Tous les tests et les analyses faites en laboratoire ne vont pas l'être, mais une partie va quand même être prise en charge. Elle-ci pourrait éventuellement vous rembourser, par exemple, un test comme Matrice Lab en parallèle. Alors en France, on a vraiment de la chance, c'est une couverture qui est quand même très étendue et la France est à ce titre l'un des systèmes de santé les plus protecteurs du monde sur la question de l'infertilité, évidemment. Alors maintenant, je vais m'attarder sur le point qui explique la quasi-totalité des incompréhensions qui peuvent exister sur le sujet. Parce que quand la sécurité sociale dit qu'elle rembourse à 100%, elle rembourse 100% d'un tarif qu'elle a elle-même défini. Ce tarif s'appelle le tarif de convention ou le tarif de base. Il est fixé par acte médical dans une nomenclature nationale et c'est assez strict. Si le médecin qui réalise l'acte facture exactement ce tarif, alors vous êtes couvert intégralement parce que le tarif de base correspond au tarif de la facture du médecin et dans ce cas-là, on est dans un 100%. Mais si le médecin facture davantage, ce qu'on appelle un dépassement d'honoraires, la sécurité sociale rembourse toujours le 100% de son tarif de référence. Ça ne va pas changer. Et la différence entre ce tarif et la facture réelle que le médecin va vous donner est le reste à charge. C'est cette facture de reste à charge.
C'est ce mécanisme qui va expliquer pourquoi deux femmes faisant la même FIV peuvent se retrouver avec des restes à charge très différents. Et c'est vraisemblablement lié au médecin et ou dans quel cadre le parcours est réalisé. Et c'est notamment la question à laquelle il faut parfois se répondre, qui est est-ce qu'il faut plutôt aller dans le public ou dans le privé pour réaliser ce parcours? C'est la décision qui va sûrement impacter le plus votre reste à charge. Bien plus d'ailleurs que votre mutuelle. Parce qu'on le verra, la mutuelle peut couvrir ce reste à charge, donc faire cette différence entre le tarif de base de la sécurité sociale et ce qui vous avez été réellement facturé. Les mutuelles peuvent compléter cette partie-là. Selon votre contrat, vous pouvez avoir plus ou moins de remboursement. En France, il existe deux types de centres de AMP qui sont agréés. Il y a des centres publics qui sont rattachés au CHU et aux hôpitaux publics, et il y a des centres privés rattachés, eux, aux cliniques. Dans un centre public, les praticiens exercent en secteur 1. Ils appliquent les tarifs de convention fixés par la Sécurité sociale. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Concrètement, si la Sécurité sociale couvre 100% du tarif de convention, vous ne payez rien sur les actes conventionnés. Le reste à charge se limite aux frais qui ne sont pas dans la nomenclature et nous y reviendrons. Dans un centre privé, certains gynécologues, anesthésistes, biologiques, bref, toutes les professions qui vont intervenir, exercent bien souvent en secteur 2. Ce sont des honoraires libres. Ils peuvent facturer au-delà du tarif de convention sur chaque acte, tout au long du parcours. Ces dépassements ne sont pas couverts par la Sécurité sociale, mais ils peuvent peut-être l'être par votre mutuelle. Pour être concret, le tarif de convention d'une ponction ovocitaire est d'environ 150 €. Un praticien en secteur 2 peut facturer 500 € pour cet acte. Les 350 € de différence restent à votre charge sur cet acte seul. Multiplié par l'ensemble des actes qui vont avoir lieu dans le parcours, le total il peut être significatif. C'est là où il faut quand même se poser la question aussi d'avoir une bonne mutuelle derrière. La recommandation, donc, avant de choisir un centre, c'est de se demander systématiquement un devis détaillé pour avoir une idée de dans quoi on s'embarque. Les centres privés ont l'obligation de vous en fournir et ce devis indique clairement quels actes comportent des dépassements et pour quel montant. Il y a une deuxième catégorie de frais non couverts. Ce sont les actes qui ne figurent pas dans la nomenclature de la Sécurité sociale. Certains centres proposent des examens complémentaires ou des techniques que la nomenclature n'a pas encore intégrées. C'est le cas du test de fragmentation de l'ADN spermatique, de certains bilans de réserve ovarienne poussée ou de certaines techniques d'amélioration de l'implantation. Je parlais un peu plus tôt dans la vidéo, typiquement Matrice Labs. Ces actes peuvent être médicalement justifiés par votre équipe médicale, mais ils sont entièrement à votre charge, quelle que soit la qualité de votre couverture, parce qu'ils ne font pas partie du panel des soins dans le cadre de la nomenclature prévue par la Sécurité sociale. Et donc, le bon réflexe à adopter, c'est lorsqu'un acte ou un examen complémentaire vous est proposé, il faut poser systématiquement la question de la prise en charge par l'assurance maladie. Et même si la réponse est négative, demandez toujours le tarif avant de valider. Troisième catégorie, souvent qui est moins anticipée, qui sont les frais liés à l'accompagnement psychologique et aux pratiques complémentaires. Le parcours de PMA est par nature assez long, exigeant, fatigant, physiquement, mentalement, psychologiquement, c'est très lourd à porter. Et un nombre significatif de femmes et d'hommes, de couples font appel à un moment ou à un autre à un psychologue qui peut être spécialisé sur ces problématiques-là, à de la sophrologie, à de l'acupuncture, à de l'ostéopathie, pour essayer de soulager et de traverser le parcours plus simplement, pour être considéré que ce sont comme des soins de support. Ces recours ne relèvent pas uniquement du confort, ils sont souvent déterminants pour traverser ce parcours lourd dans de bonnes conditions. Là, dans ce cas-là, aucun des accompagnements ne sera remboursé par la Sécurité sociale dans ce contexte. Certains contrats de mutuelle vont vous proposer des forfaits dits de médecine douce ou de bien-être, généralement compris entre 100 et 300 € par an de remboursement. La réalité, c'est que quand on est dans un parcours de PMA, c'est souvent assez insuffisant par rapport à la réalité des besoins que vont avoir la femme et le couple en général dans cette période-là qui va durer plusieurs mois. Et ces contrats de mutuelle sont faits pour l'intégralité de la population française et ne sont pas forcément adaptés à des moments de vie un peu plus chargés émotionnellement ou physiquement. Je reviendrai du coup à quelques solutions qui existent dans la troisième partie. Quatrième catégorie, en question un peu pratico-pratique, mais c'est important de le budgétiser, ce sont les frais logistiques. Le déplacement vers le centre, vers les différents centres, ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale.
Alors que pendant la phase de stimulation, des échographies de monitorage, tous les 2 jours, on va devoir se déplacer pour faire ces échographies et vérifier. Et donc, c'est des déplacements à chaque fois. Ceux-là ne seront pas pris en charge. Et si votre centre est éloigné, attention, ces frais peuvent s'accumuler. Un point aussi que beaucoup de patientes ne connaissent pas. L'article 1225-16 du Code du travail prévoit une autorisation d'absence de droit pour des actes médicaux nécessaires au protocole de l'AMP. Cette absence peut entraîner aucune réduction de salaire. Il ne peut pas y avoir de réduction de salaire en lien avec ça. Votre employeur peut vous demander un justificatif, mais il ne peut pas vous imposer de poser des congés, et ce droit s'applique également à votre conjoint ou conjointe pour des actes médicaux. Alors, c'est un tableau un peu des restes à charge pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Alors, c'est vraiment indicatif, ça varie énormément d'une région à une autre, d'un protocole à un autre, d'une femme à une autre, mais voilà, ça peut vous donner une idée. Donc, pour synthétiser ce qu'on vient de voir, voici quelques ordres de grandeur un peu constatés. Une insémination artificielle va coûter autour de 1 000 € et le reste à charge va se situer entre 150 et 300 € dans le public. Pour une FIV en centre public, le coût total est de 4 000 € et le reste à charge sera de 400 à 800 € liés aux frais non conventionnés résiduels. Pour une FIV dans un centre privé, le coût total sera autour de 4 500 et le reste à charge pourra dépasser les 1 000 € avant même de compter les actes hors nomenclature et l'accompagnement personnel non médical à côté. Bon, c'est évidemment des ordres de grandeur et ça dépendra à chaque fois de votre situation, de votre centre, de votre protocole. J'en viens à une troisième partie de cette activité, de ce webinaire. Les leviers pour réduire son reste à charge. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Le premier levier, c'est évidemment le plus structurant, c'est le choix éclairé du centre. Si vous optez pour un centre privé, 2 actions avant de commencer: demander un devis complet, acte par acte, et demander explicitement le secteur d'exercice de chaque praticien qui intervient dans votre parcours. Secteur 1, secteur 2, secteur 3 pour les gynécologues, les anesthésistes, les biologistes. Cette information vous permettra d'anticiper votre reste à charge et de pouvoir le comparer d'un centre à un autre. Et notamment ensuite de refaire les calculs avec votre contrat d'assurance auprès de votre complémentaire pour comprendre comment ce reste à charge va pouvoir être complété par la complémentaire santé. Tous les centres privés n'appliquent évidemment pas les mêmes niveaux de dépassement et la comparaison est fortement recommandée. Deuxième levier d'optimisation, celle de votre complémentaire santé avant de démarrer le parcours. Regardez votre contrat, analysez-le, essayez de bien le connaître. En centre public, la mutuelle interviendra peu sur des actes de PMA en eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Elle pourra quand même couvrir des frais annexes selon votre contrat. Regardez bien. En centre privé, le niveau de dépassement d'honoraires est la vraie variable critique, et pour un centre avec des dépassements significatifs, il est conseillé d'avoir un contrat remboursant au minimum 150% du tarif de base de la sécurité sociale, idéalement 200% ou 300% pour une couverture optimale. C'est-à-dire qu'on va partir du tarif de base dont on a parlé plus tôt, qui est le tarif qui est fixé, et les complémentaires vont le doubler ou le tripler pour du coup compléter ce reste à charge. Les contrats d'assurance maladie, de complémentaire santé, raisonnent toujours par rapport au tarif de base de la sécurité sociale avec un pourcentage qui est appliqué. Regardez, essayez d'avoir un minimum 200% ou 300%. Alors, comment concrètement vous pouvez le vérifier? Alors, évidemment, c'est précisé dans votre contrat, mais vous pouvez aussi appeler votre mutuelle avec le nom de votre centre, demander une simulation de remboursement sur des actes et vous faire un peu une vision assez précise de ce que sera votre reste à charge réel. Si votre contrat actuel est insuffisant, vous pouvez demander à en changer avant de commencer. Dans la grande majeure partie des contrats, il n'y a pas de délai de carence spécifique pour des soins liés à l'infertilité. Vérifiez ce point quand même avec votre assureur. Notez également que la mutuelle d'entreprise est fréquemment plus avantageuse sur des garanties d'hospitalisation et de spécialistes que les mutuelles et les contrats individuels équivalents. Si vous êtes salarié, comparez les deux avant de prendre une décision. Vous pouvez aussi opter pour une surcomplémentaire qui va compléter la complémentaire de base. Dernier levier, troisième levier, c'est d'avoir une couverture faite pour aller demander du remboursement sur ce que la sécurité sociale ni les mutuelles classiques ne vont prendre en charge. On en avait parlé un petit peu au démarrage de la présentation, c'est vraiment ce que fait Healthycare, c'est notre spécialité. On a créé le modèle qui est pas apporter du remboursement sur les dépenses de santé et bien-être non conventionnelles.
Notre spécialité, c'est le remboursement de ce que l'assurance maladie et votre mutuelle n'aura pas pris en charge. Ça, vous le laissez au système traditionnel. Mais si vous avez besoin de mettre en place un protocole de soins de support pour compléter dans le parcours, que ce soit des médecines douces, que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit du sport, que ce soit le thème drop ou autre type de matériel, voire même des culottes menstruelles, c'est le principe d'Elsie. C'est un abonnement mensuel qui vous donne accès à des remboursements sur toutes ces dépenses-là, à minimum de 50% sur vos dépenses. Dans le cadre d'un parcours d'AMP, les dépenses typiquement remboursables par Elsie, ça va être pas mal de les psychologues, les séances de sophrologie, d'hypnose, d'acupuncteur ou l'ostéopathie. Et la même séance d'ostéopathie peut tout à fait être remboursée par votre mutuelle classique et également par Elsie. On peut apporter du remboursement sur Matrice Lab, qui est des analyses liées à la fertilité. On travaille avec différents laboratoires pour aller apporter du remboursement sur la partie pour laquelle le système ne vous remboursera pas, également pour tout ce qui va être complément alimentaire ou sport dans ces moments-là. Alors, autre question qui est cette fois-ci autour de la préservation des ovocytes. On nous le demande souvent, les frais de conservation notamment. Alors, la loi de 2021 a ouvert la préservation de la fertilité par autoconservation d'ovocytes sans motif médical. Cette démarche est accessible, attention, aux femmes entre 29 et 37 ans. Elle est prise en charge par la sécurité sociale, c'est complètement vrai, tous les actes liés au prélèvement, à la stimulation et à la ponction ovocytaire. Cependant, attention, il y a un petit reste à charge à prévoir. Ce sont les frais de conservation annuels des ovocytes une fois vitrifiés. Ce coût est d'environ 45 € par an et donc il faut le prévoir sur toute la durée jusqu'à une décision d'utilisation ou de destruction de ces ovocytes. Pour les femmes, alors aussi dont la fertilité est menacée pour une raison médicale, la prise en charge est intégrale et sans limitage. Bien. Comment ça se passe maintenant si je veux faire ma PMA à l'étranger ? Alors, la réalisation d'une PMA à l'étranger est envisagée pour certaines femmes pour des questions de délai, quand on n'arrive pas à trouver de la place en France, ou de techniques disponibles dans d'autres pays qu'il n'y aurait pas en France. C'est souvent en Espagne, en Belgique, ou en République tchèque. Alors, le remboursement partiel est possible, sous condition. Il faut une autorisation préalable du Centre national des soins à l'étranger, le CNSE, avant le démarrage. Les soins doivent être réalisés dans l'Union européenne, ou en Suisse, ou dans l'espace économique européen. Les remboursements s'effectuent sur la base des tarifs de convention française, donc on garde la même forme de remboursement. Si la clinique étrangère est plus coûteuse, la différence, c'est votre reste à charge. Toujours la même chose comme un secteur 2. Les démarches administratives sont attention significatives. Il faut quand même prévoir plusieurs semaines de délai pour obtenir cette autorisation de prise en charge d'un protocole réalisé à l'étranger. Au-delà du 43e anniversaire, la prise en charge de la sécurité sociale pour la ponction ovocytaire va s'arrêter. Une FIV peut techniquement être réalisée dans certains centres privés après cet âge, mais l'intégralité des coûts, autour de 3 500 à 4 000 € par cycle, est à la charge entièrement de la patiente. Un point important, si vous avez des embryons qui ont été congelés avant 43 ans, leur transfert reste pris en charge par la sécurité sociale jusqu'aux 45 ans de la femme. C'est une option à ne pas négliger si vous pouvez être dans cette configuration. J'en ai terminé avec ce qu'il y a à savoir sur le remboursement, le financement d'un parcours de fertilité. Avant de conclure, je veux m'assurer que 3 points sont bien clairs. Le premier point, c'est que l'expression 100% remboursé fait référence au tarif de convention fixé par la sécurité sociale, mais pas à votre facture réelle. Si votre praticien facture au-delà du tarif, le delta est à votre charge et ce mécanisme explique du coup les écarts de reste à charge d'une patiente à une autre. Le deuxième point à avoir bien en tête, c'est le choix de votre centre privé ou public. La vérification avec votre mutuelle sont des décisions importantes entre le choix du centre et regarder son contrat d'assurance de complémentaire santé de façon à assurer le coût du reste à charge avant le démarrage du parcours. Et le troisième point, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions qui peuvent compléter très clairement pour toute la partie non médicale, médecine douce, compléments alimentaires, sport ou autre, toute la partie un peu soins de support, pratiques complémentaires qui sont un angle mort du système aujourd'hui. Et il existe des solutions comme Elsie, Care qui peuvent être là pour apporter du remboursement dans ces moments-là sur ce type de dépenses de façon assez simple, sans ordonnance et prescription médicale. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions un peu plus précises sur votre cas. À bientôt.